La conférence de ce soir s'intitule « Des os dans les pierres », car nous allons parler des archives fossiles. Les fossiles ont toujours suscité l'intérêt des jeunes et des moins jeunes. Quels sont donc tous ces os dans les pierres et pourquoi sont-ils si différents de ce que nous voyons aujourd'hui? La science voudrait nous faire croire que tout s'est passé il y a des millions et des millions d'années, et que ces créatures ont parcouru la Terre à un moment donné de l'histoire, et représentaient une forme de vie totalement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Comme nous l'avons déjà vu dans la dernière conférence, nous avons parcouru la colonne géologique, qui n'existe nulle part sous une forme complète. Nous avons également mentionné l'existence de créatures dans cette colonne géologique qui, selon la science, reflètent une évolution de la vie du simple au complexe. C'est du moins ce que l'on trouve dans les manuels scolaires et dans les écoles. Et la théorie est la suivante. Les eucaryotes, c'est-à-dire les organismes unicellulaires, des plus simples à ceux qui ont un noyau comme nous. Ils ont évolué pendant des millions d'années, et à partir d'il y a 600 millions d'années, nous disposons soudain de ce formidable témoignage de la vie sur Terre, depuis toutes ces créatures jusqu'aux hominidés, dans les dernières périodes de ce développement. On nous dit que cette évolution est le reflet de la simplicité vers la complexité. C'est donc ainsi qu'elle est présentée dans les écoles. Dans les régions les plus basses, on dit qu'il y a des créatures primitives comme celle-ci, mais en fait, il n'y a pas de créatures primitives. Soyons clairs, il n'existe pas d'organisme simple. Tous les organismes de cette planète sont extrêmement complexes. Nous avons ici des animaux marins sessiles, principalement à la base de la colonne, c'est-à-dire des créatures qui rampent sur le fond. Lorsque nous remontons un peu plus haut dans la colonne, nous trouvons des animaux qui se déplacent et nagent. Mais ces organismes n'ont rien de simple. Ils possèdent des systèmes biochimiques et anatomiques extrêmement complexes. Tout a été développé. Plus on monte dans le Silurien, plus on trouve des créatures rampantes et des matériaux. Nous arrivons ensuite au Dévonien, que l'on appelle l'âge des poissons. Au Dévonien, les poissons sont très nombreux et l'histoire est couverte de poissons. Certains fossiles de poissons sont très intéressants. Nous les examinerons dans un instant. Il est intéressant de constater que le matériel végétal représenté dans le Mississippien de Pennsylvanie exclut un grand nombre de plantes à fleurs ou de plantes modernes. On suppose donc que ces dernières sont apparues en premier et que les autres sont arrivées plus tard, bien qu'il y ait quelques anomalies très intéressantes que nous aborderons plus tard. C'est plus ou moins ce à quoi la science dit que cela ressemblait. C'était une époque de fougères, de cycades et d'organismes intéressants de ce genre. Vient ensuite l'âge des créatures plus grandes. Vous êtes d'abord passé par l'âge des amphibiens, puis vous arrivez à l'âge des reptiles, le Trias, le Jurassique, le Crétacé, et soudain, nous avons cette couverture de destruction de tout. Puis vient l'âge des mammifères et des oiseaux. On nous dit qu'il s'agit d'un témoignage de l'évolution de la vie. Mais il y a plus d'une façon d'obtenir un enregistrement. Par exemple, si j'ai un étang dans mon jardin et qu'un bulldozer arrive avec un tas de boue et recouvre mon étang de côté comme une catastrophe. Au fond de l'étang, il y avait des plantes et des animaux rampants, puis des escargots sur la boue au fond, des poissons rouges qui nageaient dans l'étang et un canard sur le dessus. Si tous ces éléments étaient enterrés, ils le seraient dans cet ordre.
Si je les déterre un jour et que je trouve les vers dans la boue au fond et les escargots un peu plus haut, mon poisson rouge conservé dans la boue un peu plus haut et un canard encore plus haut, en conclurai-je que les vers ont donné naissance aux escargots, aux poissons, aux canards? Pas nécessairement, n'est-ce pas? Les mammifères et les oiseaux ont tendance à flotter. Il y a donc d'autres façons d'expliquer cette structure que nous trouvons dans les archives fossiles. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails. Nous verrons ce qu'il en est de l'image générale. Les fossiles que nous trouvons déterminent également l'âge. Par exemple, c'est le principe de la corrélation des fossiles. Si je trouve ce fossile particulier dans une couche à un endroit particulier, et que je trouve le même fossile dans une autre zone, également dans une couche, j'en conclus que les deux couches ont le même âge. Comment déterminer l'âge de la couche? Par le fossile qui se trouve dans la couche. Cette couche tire donc son âge du fossile. Et ce fossile tire son âge de quoi? De la couche. C'est un raisonnement circulaire. Il est donc aussi vieux que la couche parce que le fossile est aussi vieux que la couche, et la couche est aussi vieille que le fossile parce que le fossile est aussi vieux que la couche. Vous comprenez? Mais il n'y a pas d'âge. Alors quel que soit l'âge que vous voulez lui donner, c'est très bien, c'est ce que vous voulez. Même les vieux manuels le disent, s'il est recouvert de sédiments humides, l'altération est empêchée et, pour ces raisons, l'enfouissement rapide est peut-être la condition la plus importante pour favoriser la fossilisation. Les choses doivent être enterrées rapidement pour ne pas pourrir et disparaître. De plus, les sédiments en suspension dans l'eau sont tellement plus répandus que tous les autres agents d'enfouissement qu'ils comprennent la grande majorité des fossiles. Tout semble donc avoir été enfoui dans l'eau et tout a dû être enfoui rapidement. Qu'est-ce qui permet d'enterrer rapidement une baleine ou un dinosaure, si ce n'est une catastrophe majeure? Et tout semble avoir été enfoui dans des sédiments aquatiques. Mais il n'y a pas eu de catastrophe aquatique, pas de déluge. Cela a-t-il un sens? Cela n'a pas vraiment de sens. Si vous avez des manuels scolaires modernes, vous verrez des images comme celle-ci. Des dinosaures. Puis, il y a une éruption volcanique. Voici Allosaurus et Stegosaurus qui se promènent. Ils sont enterrés, puis après un certain temps, il y a une érosion et ils sont exposés. On peut alors les trouver et les étudier. Et c'est ainsi que cela s'est passé. Mais ce n'est pas ce que nous voyons réellement. Ce que nous voyons réellement, ce sont des organismes emportés par l'eau. Combien de temps faut-il pour que quelque chose se fossilise? Nous avons déjà étudié cette question. Ce n'est pas très long. Vous vous souvenez de ces ours en peluche qui se sont fossilisés dans de l'eau riche en minéraux nécessaires à cet effet? Voici un casque. Il s'agit d'un casque de mineur qui se trouve dans un musée en Australie. Il provient d'une mine qui a été vidée il y a 30 ans et il est en pierre massive. Il s'est donc transformé en pierre solide en très peu de temps. Jetons un coup d'œil à ces archives fossiles. Voici quelques fossiles de poissons et vous pouvez voir ici un poisson assez intact. En Afrique du Sud, il y a parfois d'immenses zones couvertes de poissons, que l'on appelle l'Eka. C'est l'une des périodes du Dévonien, et il y a des hordes de ces poissons. Ce qui est également intéressant, c'est que la plupart des poissons que nous trouvons sont intacts, mais beaucoup semblent avoir perdu la tête. Lorsque j'étais étudiant et que j'observais toutes ces découvertes paléontologiques, je me disais « Waouh, on dirait que ces poissons ont vécu pendant la Révolution française ». En effet, la plupart d'entre eux ont perdu leur tête. Mais ce qui est intéressant avec les poissons, c'est que lorsqu'un poisson gît dans l'eau, qu'il est mort et qu'il pourrit, la première chose qui se produit, c'est que le ligament qui attache la tête pourrit et que la tête tombe. Elle finit par gonfler et toutes les écailles tombent, puis elle se détériore et, en très peu de temps, le poisson a disparu. Il n'y a donc pas de fossilisation de ces créatures aujourd'hui. Elles disparaissent et se dissipent, mangées par les bactéries, les charognards, etc. Ils arrivent et la chose n'existe plus. Mais ici, il s'est passé quelque chose, et beaucoup d'entre eux sont parfaits.
Cela signifie qu'ils ont dû être enterrés instantanément. Certains d'entre eux, ou beaucoup d'entre eux, n'ont pas de tête. Cela signifie qu'ils ont flotté dans l'eau pendant quelques jours, pas longtemps, et qu'ils ont été enterrés. Nous trouvons des poissons comme ceux-là avec de lourdes écailles osseuses. Et quand nous les voyons, c'est primitif. C'est une caractéristique assez avancée, des écailles osseuses lourdes, et si nous regardons des poissons modernes comme l'esturgeon, ils ont des écailles osseuses lourdes. Que dit-on de l'esturgeon? C'est un poisson primitif. C'est un poisson primitif très ancien. Pourquoi? Parce qu'il a l'air vieux et primitif. Ils font exactement la même chose avec le rhinocéros. Un rhinocéros a l'air plié et ancien, n'est-ce pas? Nous le regardons et nous nous disons que c'est un animal assez ancien. Il doit avoir une origine ancienne. Mais en fait, c'est un mammifère. Bonjour, quand les mammifères sont-ils apparus? Récemment, même selon la théorie de l'évolution. Nous ne pouvons donc pas nous laisser dicter les données par notre mentalité. Il faut les prendre pour ce qu'elles sont. Voici un poisson moderne aux écailles osseuses, et il n'est pas ancien. Il vit aujourd'hui. Il s'agit de l'esturgeon. C'est de lui que l'on tire le caviar, si vous aimez ce genre de choses. Nous trouvons ensuite des lits de fossiles recouverts d'écailles. Rien de tel aujourd'hui. Les écailles se dissolvent dans la mer au bout d'un certain temps. Vous pouvez creuser au fond de la mer. Vous ne trouverez pas de piles d'écailles qui pourraient se fossiliser. Cela n'existe pas. C'est donc du catastrophisme. C'est un peu comme l'écorce qui a été enlevée des arbres lorsqu'ils ont roulé dans l'eau et qui a été enterrée sous forme de couche d'écorce, ce qui n'a aucun sens s'il n'y a pas eu de catastrophe. Voici quelques caractéristiques intéressantes. Des poissons petits et grands, enterrés ensemble, et parfois des fossiles, où un poisson en mange un autre pendant qu'il est fossilisé. Que s'est-il donc passé ici? Manifestement, ce poisson nageait dans les parages, a pris une bouchée, et avant qu'il ne puisse dire « Jack Robinson », que s'est-il passé? Il a été enterré, il a disparu. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est du catastrophisme. Et ce fossile, c'est un poisson absolument parfait. Vous pouvez même voir les petites ondulations qui l'entourent. Ce poisson a été littéralement enterré vivant instantanément parce que la conservation est parfaite. L'oxygène a été coupé instantanément. La science nous dira que nous ne disposons pas d'un registre complet des fossiles, parce que les créatures à corps mou ne se fossilisent pas facilement. Ce n'est pas vrai. Il existe des millions de fossiles de créatures à corps mou. En voici un. Il s'agit d'une méduse parfaitement conservée. Nous avons toutes sortes de créatures, à corps mou ou non, parfaitement conservées dans les archives fossiles. Il n'y a aucune raison de dire qu'elles ne sont pas présentes dans les archives fossiles, parce qu'elles ne se fossiliseraient pas facilement. Dans le livre L'évolution de la vie, nous lisons à maintes reprises que le vent, l'eau et la glace ont coupé et détruit des roches qui ont été soulevées pour former des continents. L'existence d'un registre fossile semble plutôt remarquable. C'est un point fascinant. Pensez-y. Vous avez ici toutes les couches géologiques et elles contiennent tous ces fossiles. Prenons une chaîne de montagne, par exemple, qui s'érode rapidement. Qu'est-ce que vous enlevez? Un enregistrement du temps avec tous les fossiles qu'il contient. Par exemple, l'Himalaya s'érode à un rythme d'au moins 2 mètres tous les 1000 ans. C'est le chiffre exact qu'il donne. Environ 2 mètres tous les 1000 ans. C'est donc un peu plus de 2 mètres qui disparaissent. Ce qui est très intéressant, c'est que si c'est le cas, pourquoi la montagne est-elle toujours là? Eh bien, la science donne la réponse et dit que la montagne est toujours là parce qu'elle est en train d'être soulevée. C'est ce que nous appelons l'orogenèse, le soulèvement de la montagne. C'est très bien, c'est une bonne théorie. Et la montagne continue de s'élever. Vous pouvez mesurer le taux d'élévation, qui correspond plus ou moins au taux d'éradication au sommet. Mais il y a un problème. Si ce processus se poursuit depuis des millions d'années, en effaçant le sommet et en conservant la hauteur, parce que vous le soulevez depuis le bas, pouvez-vous encore conserver les archives de l'histoire du monde dans le sommet? Oui ou non?
Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous ne pouvez pas l'effacer et dire qu'il s'est érodé, mais qu'il est toujours là parce que nous l'avons soulevé. Dans ce cas, il ne resterait plus que les éléments situés au fond. Mais non, nous avons l'ensemble du dossier. Ce n'est donc pas possible. Il y a donc une faille dans l'histoire. Il y a un problème. Comment pouvons-nous encore avoir des archives fossiles alors qu'elles ont été éradiquées maintes et maintes fois par un processus appelé érosion sur des millions et des millions d'années? C'est ainsi que certains scientifiques ont formulé cette déclaration. La géologie historique est un enregistrement d'événements dont la plupart n'ont jamais eu lieu dans le temps et dont la plupart n'ont jamais existé. Voyons ce que la science a à dire. Le magazine Time a repris les propos des scientifiques et les a diffusés dans le monde entier afin que les jeunes et tout le monde puissent en prendre connaissance. Évolution à une vitesse supersonique. Lorsque j'étais étudiant à l'université, on m'a enseigné le darwinisme. Le darwinisme a une certaine logique, mais il exige ce que nous appelons le gradualisme. Le changement graduel d'une forme à une autre. C'est cela, le gradualisme. Mais si vous regardez les archives fossiles, vous ne voyez pas de gradualisme. Le gradualisme signifie que vous devriez être en mesure de déceler de petites différences au fil du temps et d'obtenir une image allant du primitif à l'avancé dans les archives fossiles. N'est-ce pas logique? C'est ce que l'on pourrait attendre. Mais ce n'est pas ce que l'on trouve dans les archives fossiles. En fait, ce que l'on trouve, c'est que les créatures sont déjà là. Vous avez donc un problème. Puis les néo-darwinistes sont arrivés, des gens comme Stephen Jay Gould et tous ceux qui travaillaient à Harvard, et ils ont dit non, ce qui s'est passé, c'est ce qui suit. Nous avons connu de longues périodes de stabilité, puis des changements rapides, et c'est pourquoi nous ne voyons aucun de ces liens entre eux. Une évolution à vitesse supersonique. À quelle vitesse les choses ont-elles évolué lorsque la vie a explosé? Le Big Bang de l'évolution animale. Il s'agit de l'article scientifique qui a été publié dans la revue Scientific American, un résumé des événements tels que nous les connaissons aujourd'hui. Voyons maintenant ce qu'il en est. Qui a publié cet article? Il s'agit de Jeffrey Levington, professeur et président du département d'écologie et d'évolution de l'Université d'État de New York, à Stony Brook. C'est une personne bien qualifiée pour nous dire ce qu'il en est aujourd'hui. Demandons donc aux scientifiques eux-mêmes quel est le statu quo. Il écrit « L'explosion cambrienne. L'explosion cambrienne. L'explosion cambrienne, c'est-à-dire la couche inférieure où la vie apparaît soudainement, s'est caractérisée par l'apparition soudaine et à peu près simultanée de nombreuses formes animales diverses, il y a près de 600 millions d'années. Aucune autre période de l'histoire de la vie animale ne peut égaler cette remarquable explosion de créativité évolutive. Très intéressant. Puis il parle des créatures présentes. It is evidence that was obtained from sequencing 18S ribosomal RNA that les preuves obtenues grâce au séquençage de l'ARN ribosomal 18S suggèrent que diverses espèces et de nombreux phyla. Qu'est-ce qu'un phylum? C'est une énorme catégorie d'animaux. Par exemple, tous les escargots, toutes les limaces, tous les mollusques marins, tous les calmars et les pieuvres constituent un phylum. Ensuite, vous avez les arthropodes, tous les animaux à pattes articulées, tous les crabes, tous les insectes, toutes les petites écrevisses, tout ce qui marche, c'est un autre phylum. Il s'agit donc d'énormes catégories d'animaux qui suggèrent que les phyla, de nombreux phyla sont apparus presque simultanément. Cela signifie que boum, et ils étaient là. Stephen Jay Gould écrit « La vitesse s'avère beaucoup plus rapide qu'on ne le pensait ». Il s'agit d'un article paru dans la revue Nature, dans la section Paléontologie. C'est la meilleure revue au monde, ou du moins, c'est ce que le monde croit.
L'article dit que les anciens manuels proclament que notre phylum, laissez-moi mettre cela en perspective. Le groupe auquel nous appartenons en tant qu'êtres humains est censé être l'apogée de l'évolution. Quelle est la place de ce groupe? À la fin du processus, n'est-ce pas? Nous devrions apparaître en dernier. Ce phylum. Tous les manuels proclament que notre embranchement, les Chordata, n'est apparu qu'à l'Ordovicien, et que cette évolution plus tardive doit impliquer un statut avancé. Mais les schistes de Burgess contiennent un chordé. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ils ont identifié un chordé de la faune de Chengjiang et scellent maintenant le destin de cet effort mal avisé d'affirmation de la spécificité de nos ancêtres. Les chordés sont apparus lors de l'explosion cambrienne. Oups! Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que chaque phylum, chaque groupe, y compris celui auquel nous appartenons, était là depuis le début. C'est un problème majeur. Au cours de la dernière décennie, la découverte et le développement d'une autre forme d'organisme cambrien à corps mou, merveilleusement conservé en Chine, ont toutefois prouvé que, notez, la diversité totale a été atteinte lors de l'explosion elle-même. Cela signifie que tout, chaque forme de vie qui existe aujourd'hui, était là depuis quand? Depuis quand? Et depuis le début, je n'invente rien. Il s'agit des meilleurs scientifiques du domaine, du monde entier. Tout était là depuis le début. Dans ma propre vie, j'ai commencé à penser comme un gradualiste. C'est la seule alternative logique. Le darwinisme est la seule alternative logique. Ne confondez pas logique et exactitude. Une chose peut être parfaitement logique, mais elle peut aussi être parfaitement erronée. D'accord? Le darwinisme est donc une alternative logique en science. Nous allons examiner le darwinisme et voir quelles sont ses faiblesses. Mais tout ce qui apparaît en même temps, ce n'est pas possible. Nous avons donc dû changer, et nous sommes devenus ce que l'on appelle des équilibristes ponctués. Cela sonne très bien. Cela signifie qu'il y a de longues périodes d'équilibre sans rien, puis des changements rapides ponctués. Tout est là. Mais vous savez, il n'est pas exagéré de faire un pas de plus et de dire que si tout était là depuis le début, alors cela pourrait aussi être quoi? La création, n'est-ce pas? N'est-ce pas logique? Cela pourrait aussi être la création. S'agit-il de quelque chose de totalement nouveau? Non. Charles Darwin a fait face à ce défi à sa préférence gradualiste, les choses changeant lentement au fil du temps, avec une honnêteté caractéristique, écrivant dans la première édition de l'origine des espèces. Étrange qu'ils disparaissent plus tard. Le cas actuel doit rester inexplicable et peut être considéré comme un argument valable contre les opinions défendues ici. Ils le savent depuis le début. Existe-t-il donc un registre de l'évolution qui montre que les choses se développent du simple au complexe? La réponse est non. Ce que nous avons, ce sont des organismes totalement complexes qui sont apparus en même temps. Lorsqu'ils mettent en place des arbres évolutifs comme celui-ci, vous n'avez en fait pas d'arbre évolutif, mais ce que nous appelons des pelouses évolutives. Un arbre a un tronc. Cela signifie qu'il commence avec une créature, qu'il monte et qu'il se ramifie en différentes branches. Ainsi, tout a commencé simple, s'est développé. Puis, toutes les choses différentes ont commencé à se développer. C'est l'arbre de la vie. Toutes ces créatures différentes se trouvent un peu partout, en partant d'un seul organisme et en se développant de plus en plus. C'est ce que la science aimerait enseigner. Mais malheureusement, cela ne s'est pas passé comme ça. Ce que nous avons, c'est une pelouse. Tous les brins sont là en même temps. Les grenouilles ressemblent à cela aujourd'hui. Les grenouilles ont toujours ressemblé à cela, jusque dans les archives. Et les poissons ont ressemblé à cela. Les requins ont ressemblé à cela, et bien d'autres choses encore. Les lamproies et toutes ces espèces ont ressemblé à cela. Et certaines d'entre elles n'existent plus aujourd'hui.
Mais nous avons des espèces similaires qui vivent aujourd'hui et il les relie toutes ensemble, suggérant qu'elles proviennent d'un ancêtre commun. Mais cette partie inférieure du lien qui les unit, c'est quoi? C'est une conjecture. D'où vient-elle? De l'esprit. Elle ne vient pas des fossiles. Il est très important que nous en prenions conscience. Si nous regardons les reptiles, les tortues par exemple, nous ne trouvons jamais de tortue à moitié formée, de quart de tortue ou de tiers de tortue, ou un morceau de quelque chose se transformant en tortue. Lorsqu'une tortue apparaît dans les archives fossiles, c'est une quoi? C'est une tortue. Terminé. Si des lézards apparaissent, ce sont des lézards, des serpents sont des serpents, etc., etc. Tout au long de l'histoire, les liens sont des conjectures. Examinons quelques-uns des critères. Les processus d'évolution requièrent le critère numéro 1. Le passage du simple au complexe, c'est logique, n'est-ce pas? C'est ce que l'évolution exige. L'évolution exige que l'on passe du petit au grand. C'est ce qu'on appelle la loi de Carroll. Carroll était un scientifique qui affirmait que tout devait partir du plus petit et se développer jusqu'au plus grand. Il n'y a pas d'autre solution. C'est logique. Pensez-y. On ne part pas d'un rhinocéros pour arriver à une amibe. On commence par une amibe et on se développe jusqu'au rhinocéros. C'est logique. Est-ce exact? C'est donc une hypothèse parfaitement logique si l'évolution est correcte, et aussi si la vie a commencé d'une manière ou d'une autre, fortuitement quelque part sur la planète, soudainement elle était là. Alors il n'y aurait eu qu'un seul être. Et ils auraient pu devenir de plus en plus nombreux si la théorie est correcte. Nous partons donc d'une faible diversité pour arriver à une grande diversité. C'est logique. C'est ce à quoi on s'attendrait, mais qu'avons-nous? Non, ce n'est pas du tout le cas. Nous avons une complexité irréductible. Tout d'un coup, ils sont là. Et certaines des caractéristiques de ce que nous avons ne peuvent pas être simplifiées. Elles ne fonctionneront pas si elles sont simplifiées. Elles doivent être complètes. Tout doit être là. Certains organites et structures des organismes vivants sont si compliqués et nécessitent tellement de composants et de pièces qu'ils ne fonctionneraient pas s'ils n'étaient pas complets. Il faut donc que tout soit là en même temps. Nous n'avons pas progressé du simple au complexe. Tout a toujours été complexe. Y a-t-il un passage du petit au grand? Non. Si nous remontons dans le passé, tout était de plus en plus grand et de plus en plus magnifique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une fraction de ce qui existait autrefois en termes de taille et de diversité. La diversité est inversée. On pourrait s'attendre à ce qu'elle soit faible ou élevée, mais nous trouvons beaucoup plus de créatures dans le passé que celles qui existent aujourd'hui. En fait, il ne reste qu'une fraction de ce qui vivait autrefois, si bien que nous trouvons exactement le contraire de ce qui est attendu. C'est un problème. Stephen Gould, dans cet article intitulé « Return to Helpful Monsters in Natural History » « Retour aux monstres utiles dans l'histoire naturelle », présente les meilleurs scientifiques. Stephen Jay Gould est aujourd'hui décédé, mais son œuvre est toujours vivante. Les arbres généalogiques qui ornent nos manuels sont basés sur des déductions. Ils sont le fruit d'une réflexion, aussi raisonnable soit-elle, et non de l'évidence des fossiles. La théorie de Darwin est donc ce que nous attendrions de logique si elle était vraie. Mais ce n'est pas le cas. Nous trouvons exactement le contraire. Et les arbres généalogiques sont basés sur des déductions. Ainsi, lorsque vous consultez les archives fossiles et que vous examinez l'évolution du cheval, voici comment elle est décrite. Vous partez de cette toute petite créature qui s'appelait Eohippus ou Hyracotherium et qui a été remplacée par Eohippus. Elle évolue jusqu'au cheval moderne. Cet étrange petit animal, Hyracotherium, est représenté de cette manière. Il s'appelait ainsi parce qu'il ressemblait à un hyrax des rochers. En fait, ce n'était rien d'autre qu'un type de hyrax des rochers. Ensuite, si nous passons aux autres créatures, jusqu'aux chevaux, ils sont classés du plus petit au plus grand. C'est logique, mais est-ce nécessairement juste?
Imaginez maintenant que je vous donne une pile de crânes de chiens, tous les types de chiens imaginables dans le monde, et je vous dis, voilà, le voilà. Et vous n'avez jamais vu de chien auparavant? Et j'ai dit, dessinez pour moi un arbre évolutif. Dessinez pour moi un arbre évolutif. Que feriez-vous? Que feriez-vous? Vous les classeriez à partir de quoi? Du plus petit au plus grand. Le chihuahua serait donc tout en bas. Et ensuite, comment développerez-vous votre arbre? Que ferez-vous? Eh bien, vous placerez toutes les créatures qui ont des visages plats et trapus sur une seule branche, n'est-ce pas? Vous auriez donc le bulldog, le carlin, et tous ces animaux d'un côté, le boxer d'un autre côté, et au milieu, vous auriez les créatures plus ou moins robustes. Et à droite, qu'auriez-vous? Quelque chose comme des machines longues et minces, les whippets et les afghans avec leurs longs museaux, et vous auriez un bel arbre. Ce serait parfaitement logique, mais serait-ce juste? Non, ce serait absolument faux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas issus du chihuahua. En fait, ils sont issus des races de loups. Et l'évolution est inexistante. C'est la variété que l'on trouve dans le pool génétique, du plus petit au plus grand. Ce n'est donc pas du tout quelque chose que l'on pourrait penser être le reflet de l'évolution. Elle est le fruit de l'imagination. De même, ces créatures ont-elles été enfouies dans les archives fossiles dans l'ordre allant du plus petit au plus grand, oui ou non? La réponse est non. Elles étaient toutes là en même temps. Elles étaient contemporaines. Vous donnez un tas d'os à un scientifique et celui-ci, dans le laboratoire où il est assis, conçoit l'arbre. Le fait est qu'il se base sur des déductions, aussi raisonnables soient-elles, et non sur les preuves que constituent les fossiles. Aujourd'hui, avons-nous des chevaux minuscules? Oui, c'est le plus petit cheval. Regardez comme il est petit par rapport à cette main, et c'est le plus grand cheval. C'est la variation de la race chevaline aujourd'hui. Cela n'a rien à voir avec l'évolution. Rien. S'agit-il d'un cheval ancien et d'un cheval moderne? Non, ils vivent tous les deux à la même époque. Vous avez là toute la gamme des chevaux. Ces chevaux sont des créatures magnifiques, mais ils sont totalement différents des autres chevaux. Il s'agit d'une race de chevaux très spéciale que vous ne trouverez qu'en Islande. Ils ont des caractéristiques totalement différentes des chevaux modernes, mais nous savons que ces chevaux sont issus des chevaux normaux que les Vikings ont emmenés en Islande il y a 1200 ans. Ces changements doivent donc être pris en compte, mais il ne s'agit de rien d'autre que d'un cheval normal. Soudain, passons aux dinosaures et à toutes ces créatures intéressantes. Voici un article du magazine Time sur les dinosaures. Surprise! Tout ce que vous croyez est faux. Ce n'est pas nouveau. À quoi ressemblaient-ils? Qu'étaient-ils? Ont-ils donné naissance à des oiseaux, comme on le raconte aujourd'hui dans le monde? Voici une sorte d'impression d'artiste de la période mésozoïque, avec toutes ces créatures qui courent dans tous les sens. Sont-elles mortes dans l'eau chaude? Comment sont-elles mortes? Pourquoi n'ont-elles existé qu'au Trias, au Jurassique et au Crétacé? Pourquoi ont-ils disparu aujourd'hui? Voici un arbre typique de l'évolution des dinosaures, commençant par les amphibiens, puis comment ils ont tous évolué, et enfin tous les dinosaures modernes qui se trouvent au sommet de l'arbre. Est-ce vrai ou s'agit-il d'une hypothèse? De quoi s'agit-il? C'est une déduction, une conjecture, mais elle n'est pas basée sur les fossiles. Comment ont-ils obtenu cela? Ils avaient toutes les créatures. Elles sont toutes dans ces couches. Ils les ont prises et les ont assemblées. Y a-t-il quelque chose qui mène à un stégiosaure ou à l'un de ces animaux, un brontosaure, un tyrannosaure rex ou un tricératops là-bas? Y a-t-il quelque chose qui y mène, oui ou non? Non. Quand ils sont là, ils sont là. C'est tout. C'est ce que vous avez. Tout est terminé et prêt, ici, dans votre pays. Les grandes formations, la formation de Morrison, où vous avez beaucoup de dinosaures, mais vous avez une sélection. Vous en avez surtout un, l'allosaure. Où est le reste? Et il était censé être carnivore. Que mangeait-il?
Pourquoi n'ont-ils pas été fossilisés eux aussi? Il y a d'étranges assemblages de fossiles. Et si vous les observez, ces créatures sont orientées dans le sens de l'écoulement des cours d'eau. Voilà un allosaure pour vous, ou celui-ci, le terrible Tyrannosaure Rex. Que lui est-il arrivé? Était-il un carnivore vicieux? Comment le film Jurassic Park a-t-il représenté cette créature? Tout le monde courait dans tous les sens en criant de peur. Est-ce exact? Parce que ce carnivore vicieux allait tout détruire sur son passage. Pourquoi est-ce un carnivore vicieux? À cause de ses dents, n'est-ce pas? Si vous regardez cette créature, vous devez vous souvenir de certaines choses. Il s'agissait d'un animal géant marchant sur deux pattes, avec de toutes petites mains à l'avant. S'il devait attraper quelque chose, avec quoi le ferait-il? Avec ses petites pattes avant, et il aurait dû se pencher pour essayer de l'attraper avec sa bouche pendant que cette créature essayait de s'enfuir. Il existe une loi scientifique qui détermine ce qui peut être carnivore et ce qui ne peut pas l'être. Vous voyez, un éléphant ferait un très mauvais carnivore. Pourquoi? Parce qu'il est trop énorme, trop encombrant et qu'il a trop d'élan lorsqu'il court. Pouvez-vous imaginer un éléphant essayant d'attraper une gazelle? La gazelle va comme ça, l'éléphant comme ça. Et la gazelle va comme ça, et l'éléphant va comme ça. Pendant encore 5 miles, il fait demi-tour et tente de revenir. Oubliez ça, ça ne servira à rien en tant que carnivore. Alors que font-ils? Ils mangent des plantes. Je pourrais encore imaginer qu'un éléphant soit un charognard, peut-être. Mais où trouver de quoi se nourrir? Ce serait une vie catastrophique. Si même un renard devient aussi maigre qu'un râtelier à force de chercher de la nourriture, n'est-ce pas? Ainsi, les grands animaux comme ceux-ci, rien que par leur masse corporelle, seraient des carnivores relativement inutiles. Et puis ces dents sont dans des rainures très peu profondes. Elles servent à broyer, comme des machines à broyer, des concasseurs, mais pour s'accrocher et arracher, je ne peux pas tenir sans mes dents. Vous savez, elles ne seraient pas très efficaces. Alors, ces créatures sont-elles vraiment ce que l'on croit qu'elles sont? Os de T-Rex frais. Ceci est publié dans la revue Science. C'était comme regarder une tranche d'os moderne. Mais bien sûr, je n'arrivais pas à y croire. Ai-je dit aux techniciens du laboratoire? Après tout, les os ont 65 millions d'années. Comment les cellules sanguines ont-elles pu survivre aussi longtemps? Nous avons trouvé des os avec des cellules sanguines intactes. Pourrait-il avoir des millions d'années? Oui ou non? Ce sont des questions qui laissent l'esprit perplexe. Peut-être que ces créatures n'ont pas vécu il y a si longtemps. Et peut-être qu'elles n'étaient pas ce que la science voudrait nous faire croire. Si vous vous rendez dans un musée d'histoire naturelle, n'importe lequel d'entre eux, voici ce que vous verrez. Des dinosaures qui courent dans tous les sens. Et que font-ils tous? Ils s'entre-déchirent, n'est-ce pas? Ils se déchirent tous, saignent, et le sang gicle. L'un hurle et court pendant que l'autre se mord le flanc. C'est ce que vous voyez là-bas. En voici une autre. Cette image provient du British Museum of Natural History. Il s'agit d'un animal attaqué, avec beaucoup de sang et de déchirures. Vous voyez le sang autour du visage, autour des pieds, et toutes ces choses. Et ces créatures sont toutes dépeintes comme extrêmement vicieuses. Existe-t-il aujourd'hui des créatures qui ont de petits bras courts à l'avant et de grandes jambes à l'arrière? Oui, il y a les kangourous. Ce sont de grands carnivores. Les avez-vous vus courir partout, en tuant tout, avec du sang partout? Non, vous ne les avez pas vus. L'anatomie n'est pas adaptée à cela. Quelle est l'histoire ici? Est-ce vrai tout cela? Vous aviez de tout petits dinosaures comme celui-ci? Certains dinosaures avaient juste la taille d'un poulet, pas très gros. Saviez-vous que les reptiles continuent de grandir? Et ils deviennent très très vieux. Si vous prenez les tortues, par exemple, si vous avez une tortue âgée de quelques jours, quelle est sa taille?
Elle est à peu près de cette taille. Et si vous revenez dans 300 ans, si vous survivez aussi longtemps, quelle sera sa taille? Il serait à peu près aussi grand, c'est vrai? Ainsi, sur l'île des Galapagos, vous avez d'énormes tortues. Et si vous arriviez 1000 ans plus tard, quelle serait la taille de ces tortues? C'est plutôt énorme, n'est-ce pas? Et nous avons aujourd'hui des créatures très étonnantes. Voici l'une d'entre elles, exposée au Musée d'histoire naturelle de Londres. Vous pouvez voir l'échelle des choses, je veux dire que ces choses étaient énormes. Cette créature était probablement une créature des marais. Elle marchait dans les marais et s'en nourrissait. Et voici un tricératops, qui se nourrit manifestement de plantes. Regardez sa bouche. Elle ressemble exactement à celle d'une créature qui mangerait des plantes. Les tortues ont des bouches comme ça. C'était donc une créature végétale. Elle avait donc ses cornes vicieuses sur le dessus. Pourquoi? Pour se protéger. Contre quoi? Contre tous ces carnivores vicieux. Et pour ce faire, il disposait d'un énorme mécanisme de défense. C'est ce que la science enseigne à nos jeunes aujourd'hui. C'est l'image que nous avons avec nous. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? C'est un caméléon. Et il a 3 cornes sur le dessus. C'est un tricératops moderne, un petit. Certains caméléons deviennent assez gros comme ça. D'autres sont très petits. Nous avons toutes sortes de variétés. Et ces cornes sont là pour le protéger contre tous les carnivores vicieux qui l'entourent. Vrai ou faux? Très faux. À quoi servent ces cornes? Ces cornes sont là pour être sexy. Exactement. Lorsqu'une femme regarde ses cornes, ses genoux commencent à vaciller. Et c'est ce qui se passe. C'est un phénomène très courant dans la nature. Si vous prenez les rennes, par exemple, à quoi ressemblent les rennes pendant la saison des amours? À quoi ressemble le mâle? Il a d'énormes bois. Il est si impressionnant, n'est-ce pas? Et plus ils sont gros, plus il est arrogant, n'est-ce pas? La saison des amours arrive et les mâles testent leurs cornes. Les femelles regardent et sont très impressionnées. Et celui qui a les plus gros bois gagne. Vous savez, comme les jeunes d'aujourd'hui qui ont les plus belles coiffures, ils attirent les femmes. C'est comme ça que ça marche. Tout fonctionne comme ça. Qu'arrive-t-il au bois d'un renne après la saison de reproduction? Il tombe. Et s'il était vraiment là pour éloigner tous les carnivores vicieux, il aurait de gros problèmes pendant la majeure partie de l'année, n'est-ce pas? Rien pour se protéger. C'est un état d'esprit qui s'installe dans l'esprit des hommes et qui n'est pas fondé sur la réalité. Ces créatures n'étaient probablement pas différentes des lézards et des créatures que nous avons aujourd'hui, mais elles étaient plus grandes. Tout était plus grand. Nous trouvons des œufs de dinosaures, oui. Et puis nous avons des musées qui les représentent dans leur petit nid en train de se reproduire, prétendant que tout est très normal et que nous pouvons trouver les œufs, oui. Mais comment trouver ces œufs dans les archives fossiles? Ils ont tous été emportés dans de grandes étendues d'eau. Ils ont tous été enterrés dans des dépôts d'inondations catastrophiques. Il n'existe pas de milieu naturel qui puisse prétendre ressembler à ce qu'il est aujourd'hui. Les empreintes de dinosaures sont omniprésentes. Si vous observez la façon dont l'empreinte a été faite, il semble qu'autrefois, les animaux marchaient tous en montant, car la plupart des empreintes semblent aller en montant. On ne peut pas regarder la topographie d'aujourd'hui, il faut regarder ce qu'elle était, car il y a pu y avoir des soulèvements et des abaissements. Lorsque ces animaux ont fait leurs empreintes, ils les ont faites dans la boue et il semble qu'ils couraient tous en montée. Pourquoi les animaux courent-ils toujours vers le haut? Qu'est-ce qui pousse les animaux à faire cela? Peut-être la montée des eaux. Est-ce une possibilité? Il existe donc plus de 100 théories publiées sur l'extinction des dinosaures, allant du fascinant à l'absurde. L'une d'entre elles explique-t-elle la mort des dinosaures? Quels sont les faits? Pourquoi tant de théories pour expliquer quelque chose de parfaitement évident? Tous ceux que nous trouvons sont enfouis dans d'immenses plaines inondables, mis en place, voire orientés par les eaux de crue. Tous les œufs qu'ils contiennent ont été emportés par les eaux, mais aucun d'entre eux n'est mort dans une inondation? Est-ce que cela a un sens?
Je n'y vois aucun sens. Then we come to the birds. But the birds, Nous en venons ensuite that's aux a oiseaux. topic on its own. Mais les So oiseaux, we'll leave c'est un that sujet à part for entière. the next Nous le session. laisserons donc pour la prochaine session.